Si. Merci, Monsieur Rocheboine. La parole est à Monsieur Olivier Falorni pour le groupe RDP pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui réunis pour l'examen de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 22 janvier 2014 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat. Cette proposition de loi n'est pas nouvelle. Déposée par Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur en novembre 2012, elle est l'œuvre d'un consensus. Ce consensus s'illustre par l'adoption conforme, en première lecture, de 6 articles, auxquels s'ajoutent 5 articles votés conformes en seconde lecture par le Sénat. Restent à notre examen 9 articles en navette, afin d'améliorer encore le statut de l'exercice de son mandat par l'élu local. Ainsi, nous sommes satisfaits de la mise en place d'une charte de l'élu local prévoyant que l'élu exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité, qu'il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt particulier, qu'il veille à cesser tout conflit d'intérêts et s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition à d'autres fins que l'exercice de son mandat ou de sa mission, s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel, participe aux réunions avec assiduité et reste responsable de ses actes durant son mandat. Ces dispositions vont de soi, mais il n'était pas inutile de les préciser. Pour autant, nous déplorons la suspicion jetée sur les élus locaux via le recours à une nouvelle législation en ce domaine. La mise en place d'une charte des bonnes pratiques de mandat pour l'élu local, insinuant à défaut une mauvaise pratique de leur mandat par les élus locaux. Nous validons la mise en place d'une égalité de traitement entre les membres des organes délibérants et les élus assumant des fonctions exécutives ou ayant reçu un mandat spécial pour les remboursements des frais de garde d'enfants et d'assistance à la personne occasionnés par l'exercice des mandats. En effet, l'exercice effectif d'un mandat par un élu, y compris lorsque celui-ci ne dispose pas d'une fonction exécutive, demande un engagement complet de l'élu et l'expose à endosser des frais subsidiaires liés à l'obligation d'être présent au sein des réunions et conseils. La mise en place d'une dégressivité des indemnités perçues, susceptible d'atteindre la moitié de l'indemnité pouvant être allouée, eu égard à la participation réelle des élus locaux aux séances plénières et aux réunions des commissions, nous semble d'ailleurs être une bonne disposition. La participation de l'élu local aux travaux préalables des commissions et aux séances plénières étant nécessaire à l'exercice effectif du mandat local. Nous sommes également satisfaits par la mise en place pour les élus locaux d'un droit à suspension du contrat de travail pendant l'exercice des fonctions électives, ainsi qu'un droit à la réintégration professionnelle à leur expiration, participant de la conservation de représentants pleinement investis dans leur mission. Dans le même temps, nous souscrivons au renforcement des mesures d'adaptation de l'emploi pour les élus. Ainsi, la reconnaissance d'un congé de formation professionnelle ou d'un bilan de compétences constitue des avancées intéressantes pour l'ensemble des élus. Il est d'ailleurs à souligner de manière positive que le seuil de population des communes, dont les adjoints se voient reconnaître cette possibilité, ait été abaissé de 20 000 à 10 000 habitants en première lecture, car il apparaissait inéquitable de faire bénéficier de ce dispositif aux seuls élus des grandes villes. La proposition permet aussi l'intégration de l'exercice
d'une fonction élective locale ou d'un mandat électoral à la liste des activités susceptibles de permettre l'obtention d'un diplôme ou d'un titre délivré au nom de l'État par un établissement d'enseignement supérieur au titre du dispositif de la valorisation des acquis de l'expérience. En coordination avec la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie locale, cette disposition permet de reconnaître les connaissances acquises par les élus dans le cadre de l'exercice de leur mandat. Toutefois, nous sommes étonnés par certaines dispositions développées par le texte. Nous pensons, à l'instar des sénateurs, qu'il aurait été judicieux de redéfinir et préciser la notion de prise illégale d'intérêt pour les élus locaux en introduisant l'élément moral et en précisant que celle-ci s'entend de la prise d'un intérêt personnel distinct de l'intérêt général afin de restreindre ainsi le champ d'application de ce délit. Mais la commission des lois a préféré supprimer cette précision et en restant à la définition générale de la prise illégale d'intérêt prévue par l'article 432-12 du Code pénal. Cette proposition de loi, via l'introduction dans la charte de l'élu local, de la précision que l'élu reste responsable de ses actes durant son mandat, devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, permet également de rouvrir le débat sur la responsabilité pénale des élus locaux et ce débat nous semble nécessaire. De plus, puisque le gouvernement n'a pas souhaité confirmer la proposition du groupe 2RDP de non-cumul des indemnités lors de nos débats sur le non-cumul des mandats, la proposition de loi qui nous est soumise propose d'étendre encore la possibilité de bénéficier des allocations de fin de mandat. Nous nous interrogeons donc sur la pertinence de ce dispositif. Nous trouvons également excessif le dispositif prévu par l'article 5 bis visant à la mise en œuvre d'un droit individuel à la formation reconnu aux élus et pouvant concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat d'élu. Nous nous sommes avec constance opposés à la professionnalisation des fonctions électives. Les mandats des élus doivent demeurer une mission reconnue et accordée par le corps électoral à titre provisoire, cette limitation de durée gageant de la bonne application et de l'exercice effectif dont l'objet est la satisfaction de l'intérêt général contingent d'un État. Notre collègue Alain Tourret avait pu le dire, le débat est ancien. Faut-il vivre pour la politique ou vivre de la politique? En effet, éviter la professionnalisation permet de reconnaître la spécificité des fonctions électorales exercées et nous sommes fermement attachés à cette distinction. C'est pourquoi nous notons que cette proposition de loi permet de reconnaître les droits et garanties des élus locaux. Pour autant, nous restons attentifs à ce qu'elle n'aille pas à l'encontre de ces objectifs en reconnaissant un droit au travail de l'élu et plus globalement à une reconnaissance de la profession d'élu local. Accorder des droits pour plus de sécurité nous semble être un des atouts de cette proposition de loi, mais nous ne souhaitons pas aller plus loin que le texte qui a été voté par la commission des lois de notre Assemblée dans le cadre des droits à la formation professionnelle des élus. Notre collègue Jacques Mézard avait pu le dire lors des débats au Sénat. Cette proposition de loi apporte quelques légères améliorations pour le statut des élus locaux. Alors, pourquoi ne pas la voter aussi? Et pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, le groupe radical républicain démocrate et progressiste votera le texte qui nous est soumis aujourd'hui.